Il est 19h passé de quelques secondes. Tout de suite, le journal régional. Bienvenue à vous qui nous rejoignez à présent pour la suite de notre 19-20 en Pays de la Loire. Voici les titres de l'actualité. Des centres-villes interdits aux manifestants, c'est ce que réclament des commerçants, notamment à Nantes. Pour eux, de nouveaux défilés qui dégénéreraient en période de fête seraient un coup de grâce après la fermeture administrative imposée pendant un mois. Les politiques les soutiennent. 74 millions d'euros, c'est ce qu'a permis de récolter l'an dernier le Téléthon, une somme qui permet de faire avancer la recherche pour les myopathies, mais aussi d'autres maladies comme l'amyotrophie spinale dont souffre Sohen. Le petit garçon de 18 mois bénéficie d'un traitement expérimental grâce au Téléthon. Nous avons rencontré sa famille dans la Sarthe. C'est la ruée sur les sapins de Noël. Il s'en vend 6 millions chaque année en France. Dans Vous avez la parole, nous sommes allés chez un producteur du Maine-et-Loire qui a de quoi satisfaire toutes les demandes des clients. Toutes les tailles se vendent, il y en a pour tous les goûts, du petit au grand sapin. Et cette année, est-ce qu'on vend beaucoup de sapins ou pas, vu le contexte ? Pour le moment, non, parce que les écoles, il y a beaucoup d'écoles qui ont fait marche arrière. Maintenant, on espère beaucoup, c'est le particulier qui va se déplacer, qui vienne nous voir. La vente des sapins de Noël à suivre dans la deuxième partie de notre 19-20. Mais d'abord la mort de Valéry Giscard d'Estaing, décédé hier à l'âge de 94 ans. L'ancien président de la République entre 1974 et 1981 avait peu d'attaches dans notre région. Mais ici aussi, les hommages se multiplient et sa dernière visite dans notre région, c'était en 2014 en Mayenne, un département qui lui était favorable, tout comme le Maine-et-Loire. Christine Villevoisin, Sophie Boismin et Éric Guillot. Madame la ministre, c'est à vous. Valéry Giscard d'Estaing vient de mourir. Le Sénat lui rend hommage avec une minute de silence et ces quelques mots de la ministre de la Culture, l'Angevine Roselyne Bachelot. Valéry Giscard d'Estaing, c'est le droit à l'avortement, c'est l'abaissement de la majorité civile, c'est le divorce par consentement mutuel, c'est l'élargissement du droit de saisine du Conseil constitutionnel et c'est la fin de la tutelle sur la télévision publique et donc de l'ORTF. C'est dans le Maine-et-Loire que la chiracienne Roselyne Bachelot a fait la connaissance de Valéry Giscard d'Estaing. Une terre centriste qui lui est favorable et qu'il visitera plusieurs fois. Nous sommes en juillet 1976, il est président depuis 2 ans et Valéry Giscard d'Estaing va passer toute la journée à Angers sous un soleil de plomb avec un thermomètre qui affiche 34 degrés. À ses côtés, le maire de la ville, Jean Turc, et Olivier Guichard, alors président du conseil régional. Et dans la foule, plus de 10 000 personnes. 1 heure plus tard, le président, à pied, selon son habitude, quitte la mairie pour parcourir les 500 mètres qui le séparent de la préfecture. Et c'est à nouveau le bain de foule aux allures bon enfant. Ce que ces images ne montrent pas, ce sont les manifestations contre sa politique sociale, également importante, avec des lancers de tomates et un préfet qui sera limogé après cette visite. Car dans l'Ouest, Valéry Giscard d'Estaing n'a jamais fait l'unanimité, loin de là. En 1974, son élection s'est même jouée à un fil. À Nantes, où il tient meeting quelques jours avant le premier tour de la présidentielle, il s'érige en combattant de la gauche. Il y a le courant socio-libéral qui est au pouvoir dans un certain nombre de pays et qui applique, vous le savez, des politiques qui ne sont pas éloignées quant à leurs principes de celles que nous vous proposons. Et puis il y a les socialo-communistes qui ne sont au pouvoir nulle part en Europe et qui propose une alternative collectiviste et bureaucratique. L'un des départements les plus giscardiens de France, c'est la Mayenne, qui en 1974 lui offre 67% des suffrages. C'est dans ce département, à la Baroche-Gondouin, qu'il revient fêter les 40 ans de son élection. Un nouveau bain de foule pour se souvenir des années heureuses et se plonger à nouveau dans le monde politique. Notre-Dame-des-Landes, les Gilets jaunes, la réforme des retraites, autant d'occasions à Nantes depuis quelques années de manifester, autant de samedis souvent perturbés, notamment dans le centre-ville. Avec la crise du Covid et la fermeture des boutiques, pour les commerçants, trop c'est trop. Ils demandent aux autorités de ne pas autoriser les manifestations dans les zones de commerce. Christophe Turgis et Denis Leroy. Des manifestations violentes comme celles qu'on a connues à Nantes, samedi après samedi par le passé. Les commerçants du centre-ville ne souhaitent plus en revoir. Ils voudraient, pour ces 3 week-ends avant Noël, pouvoir travailler en paix. Une manifestation en ville paralyse complètement le commerce, c'est-à-dire que nous sommes bons
à fermer nos portes, à nous barricader. Et puis, eh bien, écoutez, pour relancer le commerce derrière, c'est juste impossible. Les clients fuient le centre-ville dans ces cas-là. Le commerce de centre-ville est exsangue. Ce mois de décembre sera crucial pour sa survie, quand les centres commerciaux de la périphérie restent ouverts. Alors l'idée a fait son chemin, trouver une solution avec les autorités et pourquoi pas avec les organisateurs pour que les cortèges évitent l'hypercentre. Je demande à ce qu'il y ait une zone commerciale protégée, c'est-à-dire une zone identifiée sur laquelle, dans ce moment du mois de décembre, on puisse faire son shopping tranquillement, venir en famille en toute sécurité et que nos commerces puissent vivre. Les politiques relaient la demande. La maire de Nantes, Johanna Rolland, a sollicité l'intervention du préfet. La députée Valérie Opelt a interpellé directement le ministre de l'Intérieur. Je viens d'envoyer un message à M. Darmanin pour qu'il puisse me donner sa stratégie pour Nantes et pour les autres communes auprès des commerçants et la protection des zones pour qu'ils puissent se remettre au mieux de cette crise Covid. Samedi 5 décembre, pas moins de 3 manifestations sont annoncées à Nantes. Les commerçants croisent les doigts pour que les casseurs ne se joignent pas au cortège. Elles sont de plus en plus nombreuses, ces personnes qui basculent dans la précarité avec la crise sanitaire, de plus en plus nombreuses à ne plus manger à leur faim. Dans certaines communes déjà touchées d'avance par la pauvreté, le constat est dramatique. C'est le cas à Allonnes, en banlieue du Mans. Avant la Covid, 24% de la population vivait déjà en dessous du seuil de pauvreté. Et les chiffres se sont encore aggravés depuis le printemps. Patricia Issa de Grandy et Michel Anglade. Aux portes du Mans, Allonnes. Des dalles de bâtiments gris en plein centre de la Sarthe. Dans cette commune de 12 000 habitants, la crise sanitaire n'a fait qu'aggraver la situation des plus fragiles. Sur le marché, les commerçants en sont témoins. Moi j'en ai vu déjà qui m'ont dit j'ai pas assez pour prendre une demi-baguette, donc forcément c'est compliqué. Ce matin-là, peu de clients, mais discrètement, certains habitants ramassent ce qu'ils trouvent. Il y a des mères de famille, des retraités, et puis il y a cet homme qui accepte de nous parler de sa situation. Il m'a donné des clémentines, des bananes pour survivre, voilà. Je me sens pauvre. Maintenant, oui. Maintenant, oui. Avant, non. Je fais un repas par jour. Et encore. Et je peux vous dire que c'est très, très dur d'en arriver là, après plus de 30 ans de boîte dans le bâtiment. Se retrouver dans... J'espère que tout le monde le verra, parce que j'en ai rien à foutre de dire la vérité. C'est cette précarité que le maire dénonce dans une lettre adressée au président de la République. Avec une centaine d'autres maires, Gilles Leproust demande que les petites communes bénéficient aussi du plan de relance. La Covid a été un nouveau révélateur de territoire quand même laissé sur le bord de la route. Mais que peut faire un maire face au Covid ? Ici à Allonnes, Gilles Leproust, élu depuis 2008, multiplie les dépenses. Pendant la campagne premier confinement et jusqu'à la période estivale, on a dépensé 30 000 € de produits frais qu'on a mis à disposition des Restos du Cœur pour leur distribution tous les lundis. Alors c'est 30 000 € là, c'est 10 000 là, c'est 5 000 là, c'est 15 000 là, vous voyez, donc c'est pas de la tchatch, c'est pas du baratin, c'est concrètement ce que nous vivons. Concrètement, c'est plus 11% de bénéficiaires du RSA depuis le début de la pandémie et un chômage qui augmente. Monsieur le maire nous emmène au Resto du Cœur. Ici, c'est 50% de bénéficiaires en plus. Un public que tu ne voyais pas avant. Qu'on voyait pas avant. Tu vois, un peu classe moyenne moins, tu vois, qui précaire, qui est à intérim, etc., qui aujourd'hui, effectivement, se trouve avec rien. Les gens, comme ils sont beaucoup plus nombreux que d'habitude, en fait, ils arrivent à 8h30 du matin ici, devant les locaux, et ils attendent avec leur petit chariot, et ils attendent la distribution. Parce qu'en fait, ils ont peur qu'il n'y ait pas assez, parce qu'ils voient bien, ils se rendent bien compte qu'il y a beaucoup plus de monde. Ça fait mal au cœur, hein, c'est dramatique, hein. Bonjour mesdames et mesdemoiselles. À l'image de cette mère de famille, seule avec ses 2 filles. Au RSA depuis mars dernier, elle ne s'en sortirait pas sans l'aide des associations et de la mairie. C'est pas évident, c'est sûr, quand on est seul avec des enfants, c'est sûr que c'est dur. Par solidarité, le maire d'Allonnes a fait le choix de repousser certaines dépenses pour la ville. Des projets sont reportés, car aujourd'hui sa priorité, que chacun ait de quoi se nourrir. Pas un jour sans mauvaise nouvelle, pas un jour sans casse. Cette 3e semaine de course est particulièrement éprouvante pour la flotte du Vendée Globe. Des bateaux sont en mauvais état, certains skippers aussi. David Jouya et Sophie Boismin.
Sur l'autoroute des mers du Sud, 2 skippers stationnent désormais sur la bande d'arrêt d'urgence. Après Sébastien Simon hier matin, Samantha Davis a heurté un objet flottant non identifié hier soir. Choc brutal, la navigatrice s'est relevée avec des douleurs aux côtes et des fissures dans le bateau. On y va. Du coup là je suis dans le puits de quille. Et un peu d'eau parce que le trou où il y a le vérin, ça s'est fissuré. Plié en deux, et puis ouais, le fissure il descend diagonalement. Tout ça c'est pas terrible. Heureusement j'ai une super équipe qui sont en train de me rassurer énormément. Davis et Simon remontent au nord, au large des côtes africaines, en quête d'une mer moins formée, de vents affaiblis, pour espérer réparer et repartir. J'essaie de faire du nord pour me rapprocher de cet anticyclone et je pourrais agir que là-bas. J'ai une voie d'eau par là. Et... je sais pas les mots en fait. Tout le puits de foil est... toute la calebasse du puits de foil est explosée. Simon, 12e, et Davis, 13e, laissent filer au loin sur des IMOCA propulsés à plus de 30 km/h. Damien Seguin, Thomas Ruyant, Louis Burton et Charlie Dalin, toujours leader ce soir de cette 9e édition du Vendée Globe. Et ce soir, le directeur de course du Vendée Globe, Jacques Carès, annonce que Kevin Escoffier pourrait être débarqué du bateau de Jean Le Cam dimanche au nord-est des îles Crozet. C'est au beau milieu, vous le voyez, de l'océan Indien. La Marine nationale française a donné son feu vert pour que sa frégate, Nivose, qui navigue dans ces eaux, récupère le skipper PRB. Mais en cas de conditions météo défavorables, la cohabitation devrait durer car le débarquement serait reporté et il ne pourrait avoir lieu au mieux que dans plusieurs jours, voire même semaines, au sud de la Nouvelle-Zélande. Demain, c'est la 34e édition du Téléthon, un rendez-vous annuel qui permet de financer la recherche contre les maladies génétiques rares. Et si après toutes ces années, vous vous dites qu'il n'est peut-être plus aussi nécessaire de donner, regardez ce reportage bouleversant. Lou Kiziela et Thomas Tavitian ont rencontré Sohen, un petit garçon d'1 an et demi atteint d'amyotrophie spinale. C'est une pathologie génétique qui empêche le développement de ses muscles. Le seul traitement existant à ce jour coûte près de 2 millions d'euros et Sohen a pu en bénéficier grâce aux recherches financées par le Téléthon. 2 fois par semaine, Sohen retrouve son kinésithérapeute. Il l'aide à dégager ses bronches pour mieux respirer. Le problème, c'est qu'il n'a pas une toux très efficace. Il tousse à... Il n'a pas beaucoup de force, dû à sa maladie, en fait. Il souffre d'une amyotrophie spinale, une maladie rarissime. Elle s'attaque aux cellules qui commandent ses muscles. Délicatement, il faut guider chacun de ses mouvements. Tout ce qui travaille la colonne vertébrale, vous voyez, là, il bouge un peu plus. Donc, il y a une petite évolution, petite et puis progressive, quoi. Voilà, il utilise un peu le poids de ses... C'est juste la première fois qu'il me le fait. Pour Antea Talbot, le moindre geste de son fils est une victoire. Ah, moi, je suis trop heureuse. Moi, je suis super heureuse quand je le vois bouger. Quelques mois après sa naissance, Sohen bouge de moins en moins ses bras, ses jambes et sa tête. Petit à petit, la maladie paralyse son corps. Ce qui nous a le plus clairement assommé, c'est l'espérance de vie, quoi. Sans traitement, c'est 2 ans maximum. Et là, à partir de là, ouais, notre monde il s'est effondré. Ça fout un coup au moral. Et en fait, c'est surtout les médecins, avant de quitter le bureau avec eux, qui nous ont dit il faut profiter de votre fils. Ça, c'est une phrase qui est tous les jours dans ma tête et qui sera tous les jours dans ma tête jusqu'à ce que, si mon fils il doit partir, à cause de la maladie, il partira. Quand il était bébé, ça me faisait plaisir de voir lever les jambes et les bras aussi. Pleure pas. Il est là, ton frère. Et puis on en a discuté. Au niveau de ses jambes, on a dit que plus tard, Sohen, il va peut-être pas marcher comme vous,
Il a un fauteuil roulant. Grâce à la recherche, Sohen bénéficie d'une thérapie génique, un traitement expérimental qui ralentit la progression de son handicap et augmente son espérance de vie. Et sachez que Sohen et sa famille seront ce week-end sur le plateau du Téléthon à Paris auprès du parrain, Matt Pokora. Rappelons toujours ce numéro, celui qui permet de faire des dons 3637 ainsi que le site internet don.téléthon.fr. Car c'est grâce à cet argent que la recherche avance. C'est d'ailleurs ce que nous explique le directeur général du laboratoire Généton, Frédéric Reva. Il a répondu à nos 3 questions du 19-20. Alors l'avenir, c'est plus de médicaments, traiter plus de maladies. On a ouvert l'espoir, on a montré que pour les maladies génétiques sévères, il était possible de traiter les malades, en particulier par l'approche de thérapie génique. Donc pour nous, aujourd'hui, c'est continuer sur ce chemin et répondre à l'espoir qu'on a suscité chez tant de malades qui aujourd'hui ne disposent pas encore de traitement. L'approche qu'on a retenue et dans laquelle on a été pionnier et pour laquelle on est leader, c'est l'approche de la thérapie génique. Et la thérapie génique, ça consiste à apporter un gène correcteur chez des patients, chez ces malades qui ont une mutation dans des gènes bien particuliers. Et donc, en faisant ça, on s'attaque à la maladie, à sa source. On ne traite pas les symptômes, on corrige l'origine de la maladie. C'est bien ça nos stratégies. Et en corrigeant, ce qu'on espère, c'est véritablement soigner. C'est pas simplement traiter, mais c'est guérir. S'il n'y avait pas eu le Covid cette année, l'année 2020, en termes de victoire thérapeutique, en termes d'avancées, en termes de nouveaux essais cliniques pour des maladies aujourd'hui incurables ou qui étaient considérées encore incurables avant que ces produits n'arrivent, eh bien, elle est extrêmement riche. Et je pense que tous ceux qui ont fait confiance, tous les donateurs du Téléthon qui ont fait confiance depuis 30 ans, eh bien, ont eu raison. Et aujourd'hui, j'espère qu'ils sont fiers de nous. Et nous, on pense non seulement à ces enfants dont on a changé la vie grâce au traitement, grâce au Téléthon, mais à tous ces enfants pour lesquels on a ouvert un espoir, on a ouvert une porte et qui aujourd'hui attendent l'avancée des recherches. Chaque année, 6 millions de sapins se vendent en France pour Noël et une partie vient de notre région. Il y a en effet des producteurs dans le Maine-et-Loire notamment. Vous avez la parole ce soir auprès de l'un d'entre eux qu'ont rencontré Élodie Soulard, Cyril Dudon et Paul Évrard. Come on everybody to Santa Claus's party. Nous sommes dans la sapinière de Joël et Corinne Béton à Marigné, dans le Maine-et-Loire. Ici, au mois de décembre, on coupe environ 2500 sapins, ce qui représente à peu près 70% de l'activité. Pourquoi venir choisir sur pied son sapin de Noël? Le sapin de Noël, c'est vraiment un acte de partage. Et le partage, il commence déjà par comprendre les gens qui l'ont fait pousser. Après, pour la commune, on partage ça avec les techniciens de la commune qui vont nous les installer. On partage avec les habitants qui vont nous dire « Ah bah tiens, cette année, vos sapins, ils sont chouettes ». Ou parfois qui viendront nous dire « Ah bah c'était mieux l'année dernière », ça arrive aussi. Alors ces sapins, ils ont été coupés quand? Alors dites-moi tout. Ça a été coupé au milieu de semaine dernière. Tout ce qu'on voit dans les supermarchés aujourd'hui, c'est des sapins qui sont coupés déjà il y a 3 semaines, qui viennent de l'étranger. Donc ça y a voyagé, donc ça y a séché. C'est comme une plante, on la coupe, on la met dans un vase le plus tôt possible. Alors venez tous les ans chercher un sapin ici? Ah, tous les ans. Bon, c'est pratique, c'est pas loin de la maison. Et puis ça permet de consommer local. C'est quoi les critères pour un beau sapin? Pour moi, c'est un sapin qui a une belle forme, qui n'a pas de trou, qui n'a rien du tout. Pour moi, déjà, quand j'en prends un chez moi, il faut 1 heure voire 1h30 pour choisir mon sapin dans la sapinière. C'est comme pour les amis, chacun ses goûts.
Hein, prends celui-là, s'il vous plaît. Oui, parce qu'on a 20 petits-enfants, ils vont faire le tour, le soir de Noël. Ah, vous mettez au milieu de la pièce, oui. D'accord. Au milieu de la salle à manger. D'accord. Alors Joël, où est-ce qu'il part ce sapin? Il part pour Monsieur Vétillard à Angers, un fleuriste. Eh bien, on va laisser Joël et Corinne préparer leur commande et nous, on part chez le fleuriste. Vous avez besoin d'un coup de main pour sortir les sapins là, de votre camionnette? Bon, si vous voulez, hein, c'est plaisir. Allez, on y va. Le pot, c'est un petit peu plus lourd. Allez, on y va. Oh là là, c'est lourd. C'est combien de kilos ça? Ah, c'est des containers peut-être pas loin de 5 kilos. Ah ouais, d'accord. Allez, on y va. Et donc là, vous en avez commandé pour combien là? Ça va vous faire En quantité, on a oui. une soixantaine à peu près. D'accord. Une quantité qui correspond plus ou moins chaque année à notre quantité vendue. Donc, nous, avec Guy, on va continuer à décorer le sapin de Noël. Et en attendant, je vous souhaite à tous de passer de joyeuses fêtes de fin d'année. Oui, ne jamais confier la décoration de son sapin à Élodie Soulard. À suivre dans un instant notre édition nationale qui reviendra bien sûr sur le décès de Valéry Giscard d'Estaing. Élu plus jeune président en 1974, il a contribué à réformer notre pays. Vote à 18 ans, légalisation de l'IVG, divorce à l'amiable. Mais l'échec de 1981 était resté pour lui une blessure. Et puis le détail du plan de vaccination dévoilé actuellement par Jean Castex. Le vaccin sera gratuit pour tous. Le gouvernement promet la traçabilité et la transparence. Et on se quitte comme chaque soir par des images de chez vous, de chez nous. Aujourd'hui, les Herbiers, 5e ville de Vendée en nombre d'habitants. C'est la commune du Bocage est l'une de celles où le taux de chômage est le plus faible de notre région. Celle aussi où on peut prendre de la hauteur. Depuis le Mont des Alouettes, point culminant du département à 232 mètres. Je souhaite une excellente soirée à toutes et tous.